Bonjour et bienvenue. On se lance aujourd'hui dans une exploration euh, autour d'une idée assez percutante de Yuval Noah Harari. Il dit qu'au XXIe siècle, on serait devenu des animaux piratables. Ça interpelle, non? Presque un peu inquiétant même. Oui, c'est une idée forte, hein. Ça vient d'un entretien qu'il a donné à Impact Theory. Et l'objectif ici, c'est de bien saisir ce qu'il entend par là. Et surtout, ce que ça implique pour notre avenir. Et aussi notre compréhension de nous-mêmes face à ces technologies qui évoluent si vite. Alors justement, pirater un humain, ça va plus loin que le piratage informatique classique, j'imagine. Comment Harari voit ça, lui? Pour lui, c'est la capacité, grâce à la technologie, de décoder nos pensées, d'anticiper nos décisions Ah oui? et même d'orienter nos désirs, d'une manière totalement inédite en fait. D'accord. Et comment ça marcherait concrètement? Il faut deux choses principalement. D'abord, une quantité phénoménale de données, surtout des données biométriques. Vous voyez, ce qui se passe dans notre corps, notre cerveau, Ce qu'on mesure physiquement. exactement. Et ensuite, il faut une puissance de calcul informatique énorme, colossale pour traiter tout ça. C'est fou parce qu'il fait le contraste avec le passé. Même le KGB, la Gestapo, Oui, malgré toute leur surveillance, ils n'avaient ni la connaissance biologique, ni la puissance de calcul pour faire ça. c'est ça. La différence majeure aujourd'hui, c'est vraiment la convergence de deux révolutions. La biotech, qui nous aide à comprendre comment fonctionne, Notre biologie interne, voilà. Et l'infotech, l'informatique qui donne la puissance d'analyse et le résultat potentiel de tout ça. oui, Ce sont des algorithmes, des programmes, si vous voulez, capables de nous comprendre, peut-être mieux que nous-mêmes. mieux que nous-mêmes. Ça donne le vertige. Mais Harari, il n'est pas que pessimiste, il me semble. Il voit aussi des aspects positifs. Ah oui, absolument. Il met en avant des bénéfices potentiels considérables, surtout dans un domaine clé. La santé. La santé, d'accord. Il parle de soins qui pourraient être révolutionnaires. Imaginez, votre smartphone analyse vos données biométriques en continu. Et grâce à ça, n'importe qui, même la personne la plus pauvre, pourrait avoir accès à des diagnostics d'une précision incroyable. Détecter un cancer au stade cellulaire, par exemple. La promesse est énorme, c'est clair. Mais pour avoir ça, il faut accepter cette collecte de données biométriques constante. Exactement. Ça fait un peu froid dans le dos quand on pense aux dérives possibles, non? Absolument. C'est tout le dilemme. Pour profiter de ces avancées, il faudrait accepter de partager quasiment tout de nous, nos infos les plus intimes. Harari pense d'ailleurs qu'on va voir une vraie bataille au XXIe siècle entre la vie privée et la santé. Et il parie sur quoi, Aline? Il pense que pour la plupart des gens, c'est la santé qui va l'emporter. C'est tentant, évidemment. Ce qui nous amène à la connaissance de soi. L'exemple qu'il donne sur lui-même est assez frappant. Ah oui, quand il parle de son homosexualité. Oui, il dit l'avoir réalisé tard, vers 21 ans. Et il suggère qu'un algorithme, en analysant ses réactions, les mouvements des yeux par exemple, aurait pu le savoir bien avant lui. C'est une illustration très forte, c'est vrai. Quand un algorithme sait quelque chose d'aussi fondamental sur vous avant vous, Les implications sont énormes, euh, une entreprise qui pourrait cibler ses pubs avec une efficacité redoutable. parce qu'elle connaîtrait nos désirs profonds avant même qu'on en soit conscient. Voilà, c'est ça l'idée. Du coup, ça remet complètement en question le vieil adage « connais-toi toi-même ». Si avant c'était un travail intérieur, l'introspection, l'art, La méditation, la philo, exactement, est-ce qu'on pourrait maintenant déléguer ça à une machine? un algorithme. Oui. Harari pousse la logique assez loin, oui. Il prend l'exemple de la musique. Un algorithme pourrait choisir la chanson parfaite pour nous remonter le moral après une rupture. Bon, ça existe déjà un peu. Oui, mais il va plus loin. Il imagine un algorithme qui pourrait nous guider à travers les étapes du deuil, en agissant directement sur notre biochimie, en jouant sur notre système, mieux qu'un artiste. Il piraterait notre biochimie, en quelque sorte. C'est l'idée. Confier son deuil à une machine. Pause courte. Ça pose question sur ce qui reste humain, là-dedans. Ça rejouait son idée que notre identité, c'est souvent une histoire qu'on se raconte. Tout à fait. Comme nos profils sur les réseaux sociaux qui sont parfois très loin de la réalité qu'on vit. Oui, et le gros risque, selon lui, c'est de finir par croire que cette histoire, cette fiction, c'est nous. Alors que la recherche de la vérité sur soi, c'est difficile, c'est douloureux parfois. On découvre des choses qu'on aimerait mieux ignorer. Exactement. Mais il pense que ça en vaut la peine, que c'est fondamental. Pourquoi c'est si important de ne pas rester dans l'illusion? Parce que collectivement, si on perd pied, si on ne sait plus distinguer la fiction du réel, ces illusions peuvent mener à des catastrophes. Des guerres, des génocides,
L'histoire est pleine d'exemples. Et cette nécessité de voir clair, elle arrive pile au moment où le changement technologique, lui, il s'emballe. Harari ne voit pas l'IA comme un seul événement, mais Non, comme une cascade. Une série de révolutions de plus en plus grosses, peut-être tous les 10 ans. waouh, ça veut dire qu'il faudra s'adapter en permanence. C'est ça le défi. Se réinventer professionnellement plusieurs fois dans une vie, il donne l'exemple. Passer de chauffeur à prof de yoga, puis à... Concepteur de monde virtuel. La question c'est, est-ce qu'on a la force mentale pour ça? Surtout en vieillissant, oui. La stabilité émotionnelle, la résilience, c'est la vraie question psychologique. Alors face à ça, quelles compétences il faudrait développer en priorité? Ce ne sont plus les savoir-faire techniques, si j'ai bien compris. Disons qu'ils deviennent obsolètes très vite. Donc, moins ça, et plus l'intelligence émotionnelle, l'équilibre mental, et surtout cette capacité à apprendre, à désapprendre, à changer tout le temps. Apprendre à apprendre, en somme. Voilà. Il utilise une métaphore. L'éducation, ce ne serait plus construire une maison en pierre pour la vie, mais plutôt une tente, facile à plier, à déplacer. La flexibilité mentale, c'est ça la clé. Bon, pour résumer, on est face à des technologies fascinantes et un peu effrayantes, capables de nous pirater avec des promesses immenses, mais aussi des dangers bien réels. Et ça bouscule tout. Notre rapport à nous-mêmes, notre besoin de nous adapter sans cesse. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement, en confiant de plus en plus notre connaissance intime à des machines, à des algorithmes. Qu'est-ce qu'on risque de perdre de notre humanité? Je veux dire, cette capacité à naviguer dans la complexité, dans la douleur parfois, dans la vérité de qui on est. Et comment on fait pour cultiver cette agilité mentale, cette flexibilité dont on parlait? Pas juste pour survivre, mais peut-être pour s'épanouir dans ce monde qui change tout le temps. C'est peut-être ça le vrai défi de notre siècle.